aujourd'hui, nous allons parler de Qu'importe la couleur du ciel de Valérie Cohen. Donc c'est un livre que j'ai acheté au salon Ouah-Livre à Wavre en 2023, ciel, que le temps passe vite. Et donc je l'ai eu dédicacé par Valérie, qui est une autrice adorable et avec qui j'ai pu échanger un peu autour de l'écriture, ce qui était d'autant plus un grand plaisir. Si tu ne me connais pas, donc je suis Gracieuse Robert, l'autrice aux belles jambes et au beau chapeau. J'ai mis mon chapeau pour te donner le baromètre des livres et des chroniques. Et aujourd'hui, donc, nous allons parler alors je pense que c'est son dernier livre, du livre de Valérie. Au niveau du résumé. Et si les arbres généalogiques comportaient une case pour les amis de toujours, les amours défuntes, les maîtres à penser, les sauveurs, à quoi ressemblerait le vôtre? N'ayant pu donner la vie, Sibylle, indéniablement, y placerait sa famille de cœur. Elle cultive avec sa meilleure amie Gisèle une complicité depuis plus de 50 ans, et c'est dans sa maison ardennaise qu'elle se réjouit de fêter son anniversaire auprès de ses proches. C'était compté sans les révélations de Mila, la petite fille de Gisèle. La jeune femme, par jeu, a eu recours à un test ADN dont les résultats viennent réveiller un passé trop longtemps tu et bousculer une légende familiale parcellaire. Vitale et mortelle à la fois, organisme vivant aux multiples facettes, la famille est un joli parterre de ronces. Voilà, on a planté le décor. Et justement, avec Valérie, on a parlé de psychogénéalogie, parce que personnellement, je m'y intéresse aussi énormément. Et c'est vrai que quand on regarde un peu dans son arbre généalogique, si on a la chance d'avoir des témoignages de ses parents, voire grands-parents, ou d'avoir un peu l'histoire de la famille, on peut s'apercevoir que par moments, on reproduit certains schémas. Et donc là, cette histoire, c'est un genre romancé. Moi, je dirais quand même un peu de drame quelque part, parce qu'on a quand même des sentiments très forts et je sais pas, j'essaye de dire les choses, mais sans trop en dire non plus, des réactions très extrêmes. Et donc, on a des familles un peu qui vont se déchirer, des personnes qui vont se jeter des choses à la tête assez violentes en parole, qui vont refuser de se parler, etc. Donc voilà, ça peut aller très très loin. Il y a des personnes qui ne fréquentent plus leur famille de sang parce que c'est pas possible. Parce que le problème des familles, souvent, c'est qu'on attend que la personne se comporte comme on l'a projeté, surtout les parents. Et c'est le cas de Gisèle, où ses parents avaient une idée bien précise, et elle a choisi un autre chemin, et du coup, ça inclut une rupture. C'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, parce que c'est vrai que je trouve que quand on est parent, on donne la vie à l'enfant, on lui donne une éducation, mais après, c'est sa vie à lui, à cet enfant. C'est pas nous qui allons vivre notre vie à travers lui, c'est lui qui va vivre sa propre vie, qui va faire ses propres choix et ses propres erreurs. Et là, dans Qu'importe la couleur du ciel, on a ça aussi, c'est-à-dire des mamans qui ont des attentes vis-à-vis de leurs enfants, et par moments, ça se braque un petit peu, ou ça bloque beaucoup, parce que parce que l'enfant à un moment va prendre aussi son envol et ne va plus forcément écouter le parent parce qu'il est devenu adulte lui-même, et que voilà. Et ça parle aussi beaucoup des secrets de famille. Et là, c'est un autre problème, parce que personnellement, j'ai regardé pas mal d'émissions à ce sujet. Il y a l'expression qui dit que c'est toujours le cocu du village qui est au courant le dernier. Et il y a des choses comme ça où, par exemple, notamment un enfant qui pense que son père est Georges, et en fin de compte, son père, c'est Albert. Tout le monde le sait, sauf l'enfant. Et quand l'enfant l'apprend, que Georges, en vérité, c'est celui qui l'a élevé, mais c'est pas lui qui lui a donné la petite graine pour qu'il soit en vie,
ça peut remettre beaucoup de choses en question par rapport à l'identité de la personne. Justement, par rapport à Mila, elle, quand elle découvre, suite à ce test ADN, qu'elle découvre certaines choses, elle va commencer à se poser des questions, mais c'est surtout Gisèle qui va devoir répondre à... alors attends, parce que moi j'ai été refaire un dessin, je ne l'ai plus sous la main, mais j'ai été refaire un dessin de ça parce que là on a les principaux personnages, mais on en a d'autres aussi à côté qui sont arrivés. Et oui, je les ai là, mais bon, je ne vais pas le montrer parce que j'ai mis des informations au fur et à mesure qui pourraient raconter un peu trop l'histoire. C'est Gisèle qui va devoir rendre des comptes à Barbara. Parce que donc Gisèle a élevé Barbara toute seule et elle a toujours dit à Barbara qu'elle ne savait pas qui était son père. Donc Barbara a grandi comme ça en disant « Bon ben voilà, j'ai pas de papa. Gisèle, mère célibataire. Ok. » Épaulée par Sibylle depuis toujours, qui elle par contre s'est occupée de Gisèle et la considère comme sa propre fille. Et a élevé Cynthia, qui est la fille de son époux. Et Cynthia qui a été proche d'elle pendant un temps, et puis après qui remet de la distance entre elles parce que c'est pas sa mère de sang. Voilà, donc voilà, j'ai un peu dressé l'état des lieux aussi par rapport aux relations des personnages parce que c'est vraiment très axé autour des personnages et de leurs relations. Et des relations qui peuvent être assez compliquées. Je viens de m'apercevoir que mon téléphone n'est pas très droit. Voilà. Des relations qui peuvent être assez compliquées, notamment aussi en termes d'adoption, même si ce n'est pas une adoption réelle et légale, mais d'adoption affective. Et le statut de l'enfant adopté qui, par moment, va dire « Ah oui, tu t'occupes de moi et tout, d'accord, mais je ne suis pas obligée de te donner mon affection pour autant. » Voilà. En tant que parent, c'est vrai que personnellement, pour l'instant elle n'a que 6 ans, mais il y a des moments où je me dis, prends ça dans la tronche, c'est toujours utile. Et je me dis, je ne suis pas pressée qu'elle devienne adolescente, parce que là, à mon avis, les filtres, ça va être aussi... ils vont tomber très vite, et faut savoir encaisser certaines paroles. On parle aussi dans ce livre de stérilité, notamment féminine, puisque c'est Sibylle qui ne peut pas en avoir. On apprendra au fur et à mesure du livre pourquoi. Et il y a aussi beaucoup le poids du passé et comment le passé peut définir ce qu'on est actuellement. Et les choix qu'on peut faire qui, bon, bien sûr, qui vont influer sur notre futur. Le problème qu'il y a, c'est que, par exemple, dans le cas de Barbara, elle va subir directement les choix de sa mère Gisèle, et elle va reproduire le même schéma que sa mère, c'est-à-dire qu'elle va être mère célibataire et qu'elle va avoir un enfant toute seule. Donc quand je parlais tout à l'heure de reproduire les schémas familiaux, c'est ça, par moments c'est consciemment, par moments c'est complètement inconsciemment. Il y a quelque chose qui pèse sur la famille et qui va se reproduire selon les générations. Et par moments on a une personne comme ça qui arrive, là en l'occurrence ici ça va être Mila, qui va faire un test ADN, alors comme ça pour se marrer, parce qu'elle est en études de médecine si je me rappelle bien. Elle va dire, ah tiens, je vais faire un petit test ADN pour voir un petit peu d'où je viens. Et là, tiens, on m'avait dit que non, je ne venais pas forcément de cette partie de la population-là. What the fuck? Et là, Gisèle va devoir s'expliquer. Donc ça va être un peu compliqué. Oui, alors, j'ai noté aussi le trait d'humour avec Barbara. Oui, c'est vrai qu'il fallait que j'en parle. Donc, il y a Barbara qui est au plus mal parce qu'elle vient d'apprendre qu'elle a du sang juif pour situer justement la population que Mila... Mila s'aperçoit qu'elle a 25% de sang juif ashkénaze, si je me rappelle bien.
Et elle se dit, mais attends, mais il n'y a pas de juifs dans la famille. Qu'est-ce qui s'est passé? D'où est-ce qu'on a du sang juif quelque part? Parce que, Et donc Barbara, au 36e dessous, elle est aide-soignante, elle en parle à une des personnes dont elle s'occupe, qui est un monsieur dont j'ai oublié le prénom comme d'habitude. Et alors, lui, il pense au film Rabbi Jacob, et il lui fait allusion à « Mais vous êtes juif, Salomon ?» Donc on a le gros drame familial et tout. Il y a Gisèle qui s'est pris le truc dans la tronche. Mila qui se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Barbara qui se dit, mais qu'est-ce que ma mère m'a caché? Et elle va se confier quasiment en larmes à ce pensionnaire qui lui fait allusion à ce film en disant, je sais que c'est pas du tout le bon moment, mais franchement ça me fait penser à ça. Moi j'étais écroulée quoi. Le truc qui détend complètement le lecteur, pas les personnages. J'ai dit, mais c'est juste excellent. Hein, voilà, donc, je dirais pas que c'est blindé d'humour, c'est pas la question. Mais par contre, il y a ces petites touches d'humour, ou ces petits dialogues par moments là qui font mouche et où on peut pas s'empêcher de rire, alors qu'on est quand même en plein drame familial qui en plus vont concerner plusieurs familles. Voilà, mais ça fait du bien. C'est le petit truc rafraîchissant là où... on voit aussi le décalage de l'homme qui, quelque part, essaie de lui montrer que bah, c'est pas si grave, quoi. Il y a d'autres sujets plus préoccupants, même si pour Barbara, c'est aussi une partie de son identité. Et c'est ça qui est très compliqué, parce que ce que j'ai noté aussi dans l'histoire, moi après là je suis passée directement à mon opinion sur le fond et la forme, parce que j'ai beaucoup sur la forme le fond de l'histoire, mais c'est vraiment ce qui m'a interpellée le plus dans le roman, c'est le fait d'aimer et d'avoir peur d'aimer. Parce qu'on a quand même Gisèle qui entretient une aventure avec un homme marié depuis nombre d'années. Barbara, je crois qu'on n'en parle pas trop de ses amours, mais apparemment ils sont plus ou moins inexistants parce qu'elle s'occupe énormément de sa fille. Donc comme ça, elle a réglé le problème. Je ne me mets pas, je n'ouvre pas mon cœur, comme ça, bah, au moins je suis sûre de ne pas souffrir. Et bah, la peur d'aimer, on l'a chez Sibylle, on l'a chez Gisèle, parce que du coup, bah, comme elle est avec un homme marié, elle a bien défini les règles. Toi chez toi, moi chez moi, et tu viens quand tu es disponible, et sinon, bah, tu es avec ta femme. Tout se passe très bien. Enfin, tout se passe très bien, avec tout ce que ça implique. Mais voilà, c'est le choix qu'elle a fait pour éviter de s'engager et de souffrir de trop. Et puis Cynthia qui va avoir des paroles très dures. Enfin, moi, j'ai eu mal quand j'ai lu ça. Qui va cacher justement aussi un certain malaise par rapport à l'amour qu'elle peut ressentir. Et au niveau du style, c'est un style très poétique et très imagé, et c'est super agréable. Et alors, ce qui m'a fait beaucoup sourire, c'est que bah, je n'ai pas eu l'occasion d'aller à La Roche-en-Ardenne pour faire une photo du livre que j'avais emmené avec moi, parce que je reviens de vacances, là, à l'heure où je tourne, on est au mois de juillet 2024. Et donc, j'étais en vacances, je suis partie avec ce livre sous le bras, avec d'autres aussi. Parce que quand je pars avec des livres physiques comme ça, bah, si je les termine trop vite, j'en ai toujours un au cas où. Et donc, je me suis dit, ah, je vais faire une photo du bouquin et tout. Et j'ai pas trouvé vraiment d'endroit où... J'aurais pu faire une photo avec le sanglier des Ardennes, mais bon, c'est vraiment ceux qui connaissent les Ardennes qui auraient fait le rapprochement. Donc voilà, parce que ça se passe donc à Bruxelles, à La Roche-en-Ardenne, dans la maison de campagne. Et il y a une partie qui se passe aussi en Écosse. Et donc, bah, de toute manière, à chaque fois, dans le chapitre, on le voit bien où ça se situe, parce que par moment, on repart aussi un petit peu dans le passé. Et bah, c'est assez bien structuré pour cette partie-là. J'aurais bien essayé de retrouver le passage où mais vous êtes juif, Salomon? Donc, je vais faire une petite pause pour retrouver ça. Je n'ai rien d'une bretonne, confie Barbara dans un soupir. On va recommencer. Mon personnage préféré, c'est Sibylle. Parce que je me suis sentie proche d'elle par rapport à son désir d'enfant qui ne sera jamais comblé.
par rapport au fait que bah, voilà, elle a ce vide en elle et elle essaie de le combler par sa relation avec Gisèle, par sa relation avec Cynthia, même si elle sait que c'est pas complètement pareil, mais après tout, est-ce qu'on a besoin de mettre un enfant au monde pour avoir une relation très proche avec lui? Pas forcément. Et c'est pas parce qu'on l'a porté pendant 9 mois que quand l'enfant va être adulte, on va nouer vraiment des relations comme ça. Donc voilà. Mais bon, on sent vraiment que c'est un regret qu'elle a en elle et elle en souffre beaucoup. Et puis j'ai apprécié aussi bah, sa manière de gérer l'ensemble, cette affection qu'elle porte à Mila, le fait que tout, tout le monde est autour d'elle, en fin de compte, elle est un peu le pilier de la famille recomposée, même si c'est une famille amicale. C'est elle qui s'occupe de tout le monde, c'est elle qui apaise un peu les conflits et tout, qui rassemble tout le monde. Donc voilà, et par rapport aux secrets qu'elle porte, on apprendra dans l'histoire qu'elle a quand même des secrets assez lourds. Et quand bien sûr, comme je parlais de la fête, enfin, je vais arrêter de bégayer, quand je parlais la vérité qui explose et de ses conséquences, elle va ramasser, vraiment. Et bah oui, parce que on peut cacher les choses, mais il y a un moment où bah, quand ça revient à la surface, plus dure est la chute, surtout quand les personnes se sont fait une image de la personne qui cachait tout ça et que bah, cette image est complètement écornée. Donc voilà. Mais ça reste, bah, voilà, ça reste la femme qui m'a le plus touchée, peut-être aussi par sororité et par le fait que moi-même j'ai connu une longue période où j'arrivais pas à avoir d'enfants. C'était très très compliqué à vivre. Et j'ai eu la grande chance d'en avoir une. Mais je me suis sentie aussi replongée dans cette période-là où je me disais, bah, ma fille, à un moment, il va falloir apprendre à vivre sans. Et voilà, enfin, c'est pas grave. Faut faire avec. Il y a des choses, tu dois les accepter, t'as pas le choix. Et voilà. Et j'ai trouvé que sa manière de gérer les choses était très courageuse. Voilà. Donc à recommander à qui? À recommander aux amateurs d'histoires de famille, aux amateurs de romans très creusés qui tournent beaucoup autour des personnages et comment dire, aussi aux histoires de vie et qui peuvent donner des leçons parce que enfin moi je l'ai trouvé très très réaliste ce roman, j'ai beaucoup apprécié pour ça parce que comme je disais, des secrets de famille, je crois qu'on en a tous connus. Moi, il y en a certains dans la mienne, peut-être que je ne saurais jamais. Il y en a d'autres que j'ai largement devinés, mais voilà. Et il y a des secrets de Polichinelle, que voilà, par exemple, que j'ai deviné aussi, où bah, il y a des gens, même sur leur lit de mort, ne les avoueront pas. Et voilà, et c'est ce côté très réaliste. Là, on en parle, mais quand ça se sait, c'est des réactions très violentes, c'est normal. Mais après, bah, qu'est-ce qu'on fait de tout ça et comment on vit avec. Donc voilà, moi je te dis, fonce le lire et à très vite pour une autre chronique. Alors, maintenant que tu as regardé ma chronique, je vais quand même me présenter, Gracieuse Robert, l'autrice. Donc moi, j'écris des histoires, bah, j'allais dire contemporaines, mais non, pas que, parce que j'ai aussi écrit une histoire fantasy, j'écris aussi des nouvelles. Donc je suis plutôt une autrice slasheuse, c'est-à-dire que je vais écrire des romans, des nouvelles, des lettres, des histoires courtes, des histoires longues, avec des thématiques quand même que j'estime assez fortes. J'aime beaucoup parler de la femme, de la maternité et de la famille, parce que par exemple, dans la descendance de Kilijo, j'ai quand même beaucoup abordé le thème de la famille et de la paternité, c'est-à-dire que mon personnage a eu une enfant, il apprend qu'il est père quand elle a 5 ans, et étant donné que la mère est morte, il va récupérer l'enfant pour l'élever lui-même. J'ai écrit aussi sur, bah, dans ma vie en blog, une femme qui ne veut pas d'enfant,
et son amie, Claire non plus d'ailleurs. Dans Les Voyages forment la jeunesse, Agathe, l'amie de Clotilde et de Claire qui ne veulent pas d'enfants, elle en a 2 et elle part en voyage avec son mari parce que, elle s'est aperçue qu'ils se sont oubliés en tant que couple en s'occupant de leurs enfants. Madame Eugénie, qui est une nouvelle, là par contre, c'est justement: «Est-on une femme si on n'a pas d'enfant?» Parce que je lis quand même assez souvent qu'une femme est une femme accomplie quand elle a eu un enfant. Alors, tout mammifère peut avoir un enfant, ou un petit et donc je ne vois pas en quoi quelque chose qui est naturel et qui est, je dirais, à la portée de beaucoup, la majorité, on va dire, parce qu'on ne va pas parler du cas des femmes qui sont stériles, peut donner naissance à un petit et je ne vois pas en quoi ça va permettre à la femme d'être plus accomplie qu'une qui n'en a pas eu, que ce soit par choix ou par, comment dire? Par, biologie. Bref, donc voilà, pour présenter un petit peu ce que je fais et en quoi j'officie en tant qu'autrice. J'anime aussi des ateliers d'écriture, donc là où justement on va pouvoir aborder soit des thématiques très fortes, soit on va pouvoir s'amuser, juste à développer la créativité, prendre un petit temps pour soi, pour, jouer avec les mots et surtout aussi lire en public. Parce que, pareil, en discutant avec les gens, il y en a beaucoup qui écrivent ou qui n'osent pas écrire parce qu'ils se disent ils intéressent personne ou qui ont peur de recevoir le retour de quelqu'un. Mais, on peut faire des retours constructifs et on peut justement, en s'entraînant, améliorer pas mal de choses. Parce qu'il faut arrêter de s'imaginer que on va directement écrire un texte comme ça, il est fabuleux, paf paf, il est imprimable et on y va quoi. Non, un texte, ça se travaille et puis, en écrivant, c'est en écrivant qu'on devient écrivain. En forgeant, on devient forgeron, en écrivant, on devient écrivain et en écrivant régulièrement comme ça, on va être de plus en plus, performant. On va avoir moins de mal à trouver ses mots, on va pouvoir faire un texte plus facilement, trouver ses idées plus facilement et on n'est pas obligé d'écrire un roman de 300 pages au premier coup, hein. On peut très bien écrire un petit texte de 10 lignes, voir un petit peu ce que ça donne et passer ensuite en montant en longueur ou en thématique ou voilà, c'est, la thématique des ateliers, c'est ça. C'est vraiment d'accompagner dans l'écriture et de voir après jusqu'où la personne veut aller en atelier. Pour l'instant, je préfère animer des ateliers en groupe. On ne sait pas ce que je ferai par la suite. L'avenir nous le dira. De toute manière, tout est sur mon site que je mets en description. Et donc pour les chroniques, alors ça c'est pour les auteurs, qu'ils soient édités ou auto-édités. Donc je propose des chroniques écrites, des chroniques vidéo, donc là c'est le forfait supérieur, chronique écrite plus chronique vidéo. Et on a le forfait premium, c'est-à-dire chronique écrite, vidéo et interview de l'auteur. Donc si tu veux en savoir plus sur mes services, bientôt je les mettrai en ligne. Sinon tu m'envoies un petit MP, je t'envoie un petit devis, on en discute et voilà. Le but, c'est de faire la promotion du livre, d'expliquer selon un plan établi. Alors je cherche, je n'ai plus mon petit cahier, mais j'ai un plan établi pour faire ma chronique, pour expliquer un petit peu ce que j'ai pensé du livre. Je parle du résumé, enfin voilà, je présente le livre, en global et puis comme ça permet d'avoir du matériel pour aller faire la promotion du livre en disant: «Tiens voilà, Gracieuse Robert l'a chroniqué, voilà ce qu'elle en a pensé». Et parfois, avec ce genre de retour, ça peut encourager des lecteurs qui aiment bien voir les retours d'autres personnes à l'acheter et à le lire. Voilà, parce que quand on est auteur, on sait à quel point un retour est précieux, surtout un retour argumenté. Voilà, moi je te laisse retourner, vaquer à tes occupations et si tu veux, des renseignements, n'hésite pas, tu m'envoies un petit mail, mon assistant te répond dans les 48 heures et comme ça, nous pouvons discuter de ce que je peux te proposer. Je te dis à très vite.